Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Murmure. Après l'analyse complète du premier épisode de Game of Thrones, on poursuit aujourd'hui avec l'épisode 2. Ici, pas de résumé rapide. Chaque scène est décortiquée pour en révéler la symbolique, les thèmes cachés et les fractures déjà en place. Si ce format vous plaît, pensez à liker, à partager vos propres lectures en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. L'épisode 2 de Game of Thrones n'est pas une simple transition. C'est ici que les premières fissures apparaissent. Les loups, symboles des Stark, commencent déjà à disparaître. Les secrets murmurés pèsent plus lourd que les vérités criées. Et chaque personnage sacrifie un fragment de lui-même. Ce n'est pas un épisode qui installe, c'est un épisode qui fracture. Et ces fractures, nous allons les suivre, scène par scène. Daenerys chevauche au milieu du convoi Dothraki. Son regard est vide, perdu. Elle ne comprend pas ce monde, elle le subit. Sir Jorah Mormont s'approche pour la rassurer. Il lui parle d'une plante redoutée par les cavaliers, la revenante. Une plante en apparence fragile, mais qui étouffe peu à peu toutes les autres. Les Dothraki disent qu'un jour, elle recouvrira le monde entier. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir. Cette plante, c'est Daenerys. Elle croit être une victime, mais en elle se cache une force implacable, invisible encore, appelée à tout recouvrir. Et le plus marquant, c'est que cette vérité ne lui vient pas de son frère Viserys, l'héritier légitime, arrogant, aveugle à tout sauf à lui-même. Elle lui vient d'un chevalier déchu, Sir Jorah, banni pour avoir vendu des esclaves. C'est lui, l'exilé, qui perçoit chez elle la grandeur en devenir. Parce que seuls les brisés savent reconnaître les graines de puissance cachée. À cet instant, Daenerys ne comprend pas encore, mais son regard change. Cette scène presque anodine est en réalité le premier présage. La jeune fille fragile est destinée à devenir une force qui bouleversera le monde. Au petit matin, Tyrion Lannister se réveille entouré de chiens. Une entrée grotesque, presque humiliante. Mais il n'en a cure. Rapidement, il est rejoint par Joffrey. Le prince, fidèle à lui-même, se moque avec arrogance. Tyrion ne cède pas. Il exige que Joffrey aille présenter ses condoléances aux Stark, dont le fils lutte entre la vie et la mort. Le prince refuse, persuadé que sa présence est au-dessus de ses convenances. Alors Tyrion le gifle, une fois, puis une autre, et encore. Ce n'est pas seulement une punition, c'est un geste symbolique. Chaque gifle brise l'illusion de puissance. L'héritier royal redevient ce qu'il est réellement. Un enfant capricieux, corrigé par plus petit que lui. Et tout est dit. Le futur roi vit dans l'impunité. Mais son oncle n'a pas peur de lui rappeler la vérité. Là où tous s'inclinent devant Joffrey, Tyrion ose renverser l'ordre établi. Dans cette famille rongée par l'orgueil et la manipulation, il incarne une anomalie. Un Lannister capable de lucidité, d'ironie, mais aussi d'une certaine droiture. Plus tard, Jaime l'accueille avec chaleur, comme pour rappeler que, même chez les Lannister, les nuances existent. Cersei manipule, Joffrey incarne l'arrogance vide, Jaime
oscille entre fraternité et cynisme, et Tyrion, lui, devient celui qui ose tenir tête, même à sa propre lignée. Ce face-à-face paraît anodin, mais il scelle déjà le rôle de Tyrion. Être l'homme qui ose dire non, même au pouvoir. Dans la chambre glaciale de Winterfell, Catelyn veille son fils. Bran est allongé, immobile, suspendu entre la vie et la mort. Elle n'a plus de force, seulement une douleur sourde. C'est alors que Cersei entre. La reine s'approche d'une voix douce et raconte qu'elle aussi a perdu un enfant. Pendant un instant, elle paraît humaine, fragile, touchée. Mais rien n'est jamais simple avec Cersei. Est-ce une confession sincère ou une manipulation habile? En partageant sa douleur, elle cherche peut-être à affaiblir Catelyn, à lui faire accepter l'idée que Bran est déjà mort. La scène joue donc sur une ambiguïté troublante. Oui, Cersei est une mère qui a souffert. Mais elle est aussi une reine qui calcule. Et Game of Thrones rappelle ici une vérité. Même la tristesse peut devenir une arme politique. Ce contraste est renforcé par ce que l'on sait déjà d'elle. Ailleurs, Cersei manipule et complote. Mais ici, elle laisse entrevoir une faille intime. Peut-être la seule cicatrice authentique qu'elle porte encore. Et c'est ce doute qui rend la scène puissante. Catelyn, au lieu de trouver du réconfort, reçoit un poison subtil. La sensation que tout est déjà fini. La reine, qu'on croit impitoyable, révèle une blessure sincère. Mais cette blessure, elle peut l'utiliser comme une arme. Dans les couloirs de Winterfell, Arya est contrainte de ranger ses affaires. Elle peste, maladroite, refusant déjà la place qu'on voudrait lui imposer. Jon Snow vient la voir. Le bâtard Stark, rejeté par certains, mais toujours attentif à ceux qui souffrent de ne pas trouver leur place. Il lui tend un cadeau, une épée fine, légère, presque fragile. Toute fine, comme toi, dit-il avec un sourire complice. Ce n'est pas un simple présent, c'est une révélation. Arya n'est pas faite pour broder ou sourire au prince. Elle est différente, rebelle, indomptable. Et cette épée, baptisée aiguille, devient le symbole de son destin. Discrète, aiguisée, mortelle si on la sous-estime. Le contraste est frappant avec sa sœur Sansa. Elle reçoit bijoux, promesses de mariage et rêves de cour. Arya, elle, reçoit une arme, 2 cadeaux, 2 destins. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas l'épée, c'est le geste. Dans ce monde où Arya est rappelée sans cesse à ses écarts, Jon lui offre bien plus qu'une lame. Il lui donne le droit d'être différente. Il l'autorise à exister telle qu'elle est vraiment. Et dans son regard, on lit une certitude fraternelle. Elle va lui manquer, mais elle suivra son chemin. Ce moment intime et tendre prépare déjà la légende d'Arya Stark. Car derrière chaque destin, il y a un premier pas. Et pour elle, ce premier pas a la forme d'une lame fine et acérée. Aiguille. Avant de partir pour le mur, Jon se rend au chevet de Bran. Le garçon
dort encore, suspendu entre la vie et la mort. John s'approche avec tendresse. Il veut lui dire adieu, mais Caitlin est là, et son regard est dur. Elle lui ordonne de partir. Pas un mot de gratitude, pas une once de douceur. Juste la rancune froide d'une mère qui n'a jamais accepté ce fils illégitime dans sa maison. John reste figé. Son amour pour Bran est sincère. Mais face à la haine glaciale de Caitlin, il ne peut rien. C'est alors que Ned entre. Il voit la scène et baisse les yeux. Il ne dit rien. Ce silence est lourd de sens. Ned croit protéger un secret. Mais ce choix sacrifie John en refusant de le défendre. Il enracine en lui la blessure de l'exilé. Celle de n'avoir jamais eu sa place, ni dans la maison Stark, ni dans le cœur de sa mère adoptive. Plus tard sur la route, Ned chevauche à ses côtés. John ose poser la question interdite. Qui était ma mère ? Ned esquive, mais il lui offre une vérité. Tu es un Stark. Pour John, ces mots valent une appartenance. Enfin, il est reconnu. Ned promet alors « La prochaine fois que nous nous verrons, je te le dirai. » Tout est dit dans ce double moment. L'amour sincère de John pour sa famille, la haine froide de Caitlin, le silence pesant de Ned, prisonnier de son mensonge. Et cette promesse qui deviendra la cicatrice fondatrice de Jon Snow. Jon quitte Winterfell en bâtard rejeté. Mais c'est dans ce rejet que naît sa quête la plus intime. Découvrir qui il est vraiment. Une quête appelée à bouleverser tout le royaume. Sur la route vers le sud, Robert Baratheon et Ned Stark chevauchent côte à côte. Deux anciens frères d'armes, deux survivants d'une guerre qui a façonné le royaume. Robert se remémore leur bataille et tente d'alléger les fautes du passé. Nous étions en guerre. Mais très vite, le ton change. La nouvelle est tombée. Daenerys Targaryen a épousé un seigneur Dothraki. Pour Ned, ce n'est qu'une enfant, perdue à l'autre bout du monde. Pour Robert, c'est une menace, le spectre d'une lignée qu'il croyait éteinte. Alors le masque tombe. Robert n'est plus le roi jovial, ivre de plaisir. Il redevient le guerrier obsédé, hanté par les fantômes des dragons. Il le dit lui-même. Certains m'appellent l'usurpateur. Derrière la colère, on entend la peur. La peur que son règne ne soit qu'une parenthèse avant le retour des Targaryens. Ce face-à-face est plus qu'un simple échange politique. C'est un miroir. Ned vit dans le présent, fidèle à son honneur. Robert reste prisonnier du passé, obsédé par sa victoire et terrifié par ses fantômes. Sa peur de Daenerys n'est pas seulement une stratégie militaire, c'est un aveu. Robert n'est plus le guerrier qu'il était. Son trône repose sur des fondations fragiles, et il le sait. À cet instant précis, une graine est plantée. L'enfant fragile des Dothraki
deviendra l'obsession du roi. Et bientôt, la cause d'une nouvelle guerre. Dans le camp d'Dothraki, Daenerys est encore prisonnière de son rôle. Chaque nuit, elle subit son mari comme une esclave soumise. Elle pleure, silencieuse, le regard fixé sur ses œufs de dragon. C'est là que quelque chose change. Une de ses servantes lui parle. Elle lui apprend un savoir inattendu. Les hommes ne cherchent pas seulement à dominer, ils aiment aussi être dominés. Elle lui révèle que dans l'intimité, le pouvoir peut se renverser. Cette révélation bouleverse Daenerys. Jusque-là, elle se croyait victime d'un destin figé. Mais pour la première fois, elle entrevoit une autre voie. Prendre l'initiative, choisir, imposer sa volonté. La scène suivante est décisive. Dans la tente, face à Khal Drogo, elle ne se laisse plus faire. Elle le regarde dans les yeux, parle sa langue, prend le dessus. Et l'inattendu se produit. Le guerrier, brutal, ne la rejette pas. Au contraire, il accepte. Dans ses yeux apparaît une lueur de respect. Ce moment n'est pas qu'une découverte intime, c'est déjà une conquête politique. Daenerys teste pour la première fois le pouvoir de l'initiative. Et elle gagne. En arrière-plan, ses yeux reviennent sans cesse vers les œufs de dragon. Comme eux, elle semblait inerte. Comme eux, elle contient en elle une puissance prête à éclore. Même Khal Drogo change. D'un bourreau muet, il devient un partenaire respectueux. Et tout bascule. La jeune fille effacée se transforme en Khaleesi. Elle découvre qu'elle n'est pas un jouet, mais une reine en devenir. Et dans ce moment intime, presque invisible aux autres, une vérité éclot. Daenerys ne sera plus jamais victime. À Winterfell, la nuit tombe. Catelyn veille encore sur Bran. Ses yeux sont rouges de fatigue, son corps usé. C'est à cet instant de faiblesse que le danger frappe. Un assassin s'introduit dans la chambre. Le poignard, lui, dans l'ombre. Trop sûr de lui, il croit qu'il suffira de tuer un enfant endormi. Mais Catelyn s'interpose. Sans armes, épuisée, elle lutte à main nue contre l'homme, prête à mourir pour son fils. Au dernier moment, le loup de Bran surgit. Il déchire l'assassin et s'assoit, silencieux, aux côtés de l'enfant. Comme un gardien lié à son destin. Ce n'est pas un simple animal, c'est le symbole de la maison Stark. Protecteur, indomptable, fusionné avec la survie de chaque enfant. Ici, la série installe un présage. Tant que les loups sont là, les Stark sont protégés. Quand ils disparaîtront, les Stark tomberont. Mais un autre détail est capital, le poignard. Une lame en acier valyrien, avec un pommeau en os de dragon. Bien trop précieux pour un simple tueur à gages. Ce meurtre manqué n'est donc pas un hasard. C'est la preuve d'un complot. Une main invisible veut Bran mort, car l'enfant a vu
ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Ce poignard, plus qu'une arme, devient l'élément déclencheur de l'enquête de Caitlin. Et c'est ce choix d'aller chercher la vérité à Port-Réal qui fera basculer la maison des Stark, du rôle des gardiens du Nord à celui de joueur au cœur du trône. Dans cette chambre glaciale, 3 vérités naissent en même temps. Le courage désespéré de Caitlin, la protection mystique des loups et la première preuve d'un complot. Bran échappe à la mort, mais les Stark, eux, viennent d'entrer dans le jeu des trônes. Après la tentative d'assassinat, Caitlin refuse de se laisser briser. Elle cherche des réponses. Dans la tour d'où Bran est tombé, ses doigts effleurent une pierre, puis trouvent un indice infime. Un long cheveu blond, presque invisible, mais suffisant pour réveiller ses soupçons. De retour à Winterfell, elle réunit les siens autour de l'arbre sacré. Robb, Théon, Maître Luwin et Sir Roderick. Dans cet espace solennel, elle expose ses certitudes. Bran n'est pas tombé. Il a été poussé. Et maintenant, on a tenté de l'achever. Le poignard en acier valyrien en est la preuve. Trop précieux pour un simple assassin. Et ce cheveu d'or, vestige discret mais révélateur, renforce ses soupçons. Pour elle, il n'y a pas de doute. Derrière tout cela se cache la main des Lannister. Maître Luwin tente de la tempérer. Il faudrait plus de certitude avant d'accuser une grande maison. Mais Caitlin ne veut pas attendre. Elle sent que l'avenir de Winterfell se joue déjà. Alors elle prend une décision lourde. Quitter le Nord pour Port-Réal. Elle confie Winterfell à Robb, en lui rappelant une règle ancestrale. Il doit toujours y avoir un Stark à Winterfell. Ce choix est une rupture. Caitlin cesse d'être la mère protectrice pour devenir une actrice politique. Elle rompt l'équilibre immuable du Nord. Son intuition est juste, mais l'ironie tragique de Game of Thrones est implacable. C'est cette lucidité même, cette volonté de protéger, qui va précipiter les Stark dans l'engrenage fatal du jeu des trônes. En quittant Winterfell, Caitlin ne sauve pas sa maison, elle la condamne. Au bord d'une rivière, Arya s'amuse avec son ami Mycah, le fils du boucher. Mais leur jeu est interrompu par Joffrey et Sansa. Le prince raille l'enfant, le provoque, l'humilie, jusqu'à sortir son épée et le blesser. Un caprice cruel, gratuit. Arya intervient. Elle frappe le prince. Puis son loup, Nymeria, surgit et mord Joffrey au bras. Pour la première fois, l'héritier royal supplie, pleure, perd toute superbe. La scène aurait pu s'arrêter là, mais Game of Thrones transforme un incident en tragédie. Arya sait que Nymeria est condamnée si elle reste. Alors, dans un geste déchirant, elle ordonne à sa louve de fuir dans les bois. Une séparation brutale, mais nécessaire. Plus tard, les gardes amènent Arya devant le roi et la reine. Les versions s'opposent. Joffrey ment. Arya
crie la vérité. Sansa, elle, baisse les yeux. Elle choisit le silence. Ce silence est une trahison. Entre ces deux filles, Ned voit déjà la fracture. Arya, la rebelle, Sansa, la docile. Deux sœurs, deux choix. Et déjà, deux destins qui s'éloignent. Cersei exige une punition. Ne pouvant exécuter Nymeria, disparue, elle se rabat sur Lady, la louve de Sansa. L'animal est innocent, mais il sera sacrifié. Alors Ned prend la décision la plus douloureuse. Tuer lui-même la bête. Pour que ce soit une main du Nord, et non un bourreau Lannister. Ce moment concentre plusieurs vérités. La cruauté gratuite de Joffrey, le mensonge récompensé, la vérité punie, la fracture grandissante entre Stark et Lannister, et le parallèle terrible entre Arya et Sansa. L'une choisit la loyauté, l'autre la survie. Au même instant, Mycah, l'enfant bouché, est retrouvé mort, massacré par le limier. Cette scène installe une leçon fondatrice de Game of Thrones. Dans ce monde, la justice ne protège pas, et la vérité ne pèse rien face au pouvoir. Le lien sacré entre les Stark et leur loup est brisé. Et comme toujours dans cette saga, une mort en appelle une autre. Car au moment même où Lady rend son dernier souffle, Bran ouvre les yeux. Bran ouvre les yeux après des jours d'inconscience. Après une chute mortelle, il revient à lui. Ce réveil n'est pas seulement médical, c'est symbolique. Tandis que le lien sacré entre les Stark et leur loup vient d'être brisé par la mort de Lady, Bran renaît. Comme si la perte et la douleur nourrissaient déjà sa transformation. Ce moment est aussi une réponse à l'injustice. Alors que le mensonge triomphe et que l'innocence est sacrifiée, une autre force se met en marche, silencieuse. Car ce n'est pas seulement un enfant qui ouvre les yeux, c'est un destin qui bascule. Le garçon qui rêvait de grimper autour n'est plus le même. En tombant, il a perdu son innocence. En se réveillant, il entre dans une nouvelle vie, faite d'ombre, de douleur et de mystère. Et c'est là toute la puissance de la fin de l'épisode. Un loup meurt, un Stark s'éveille. Un sacrifice s'accomplit, un destin bascule. Rien ne se perd sans que quelque chose ne naisse. Et avec le réveil de Bran, Game of Thrones referme l'innocence pour ouvrir la tragédie. Cet épisode 2 de Game of Thrones n'est pas une simple transition, c'est une mise en place, précise et implacable, des fractures à venir. Daenerys, de victime silencieuse, commence à découvrir sa force. Jon quitte Winterfell avec la blessure du rejet et de la promesse d'un secret jamais révélé. Catelyn, guidée par son instinct, choisit de plonger sa maison dans le jeu politique. Et à Port-Réal, Robert laisse déjà voir ses peurs, hanté par les fantômes des Targaryens. Les loups Stark, eux, deviennent les véritables messagers du destin. Protecteurs dans l'ombre, mais aussi symboles fragiles d'un équilibre qui peut se briser. La mort de Lady, en miroir du réveil de Bran, dit tout. Dans cet univers, chaque perte
nourrit une transformation. Et chaque innocence détruite ouvre la voie à un futur plus sombre. Cet épisode installe déjà 2 règles cruelles. Rien ne se gagne sans sacrifice. Arya perd Nymeria. Ned exécute Lady. Jon laisse Bran derrière lui. Et Daenerys sacrifie son innocence. Et la vérité dans ce monde n'est qu'un fardeau qu'on étouffe. Bran réduit au silence. Arya ignorée. Sansa muette. Ned prisonnier de son secret. À chaque fois, le mensonge triomphe. C'est sur ces fondations que la tragédie s'édifie, car Game of Thrones rappelle ici sa règle d'or. Rien n'est gratuit, rien n'est innocent. Chaque geste, chaque regard, chaque décision prépare déjà la chute.